Alors, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 du mythe de l'évolution, hein. Alors oui, je voulais faire 2-3 précisions avant de commencer. Désolé pour la qualité vidéo, je vais essayer de changer ça bientôt parce que on m'a fait le retour comme quoi les vidéos étaient un peu floues et c'est vrai que je me rendais pas compte. Bon, technologiquement parlant, j'ai des petits moyens quoi. Donc je vais essayer de je vais essayer de régler ça. Alors, deuxième introduction. Euh, alors le sujet de cette vidéo en fait et de la précédente peut paraître un peu pessimiste. Alors j'essaierai de faire des vidéos sur des sujets peut-être plus neutres ou plus beaux, hein. Euh, mais c'est important aussi de voir la merde pour ce qu'elle est. Euh, non pas que l'idéologie de l'évolution n'a pas de raison d'être en fait, hein. Je veux dire, je l'expliquerai après, mais il y a une forme d'évolution en fait. Il y a une forme d'évolution, mais qui est assez éloignée de la caricature qu'on nous présente. Et il faut savoir que même si dans le monde actuel c'est la merde, c'est dans le fumier que poussent les plus belles roses, hein. Toujours des beaux proverbes qui viennent nous éclairer. Et, euh, et cette période en fait elle est fascinante. Elle est fascinante et il y a des belles choses à trouver en fait là-dedans. Donc, on va pouvoir commencer. Alors, déjà, je voulais corriger certaines choses, certains points importants où j'ai été un petit peu excessif, hein. Je me suis un peu emballé dans la vidéo précédente. Bon, bah, c'est aussi, je suis aussi comme ça, hein, voilà. Et puis ça, c'est des sujets qui me font pas mal marrer. Et puis j'ai un côté un peu provocateur, hein. Euh, donc, quand je disais que selon la théorie de l'évolution, l'univers était sorti du néant, hein. Alors c'est pas ce qu'ils disent à proprement parler. Euh, Même si le résultat est plus ou moins le même, c'est pas ce qu'ils disent. Euh, Ils parlent d'expansion permanente de l'univers, d'accord. Donc cette idée reprend l'idée traditionnelle et métaphysique que l'unité primordiale, hein, à la base de l'univers, plus elle se manifeste, plus elle se fragmente et se matérialise ou se solidifie, en fait. Donc j'en ai un peu parlé dans d'autres vidéos. Je le répète encore, je ferai des vidéos spécifiques sur les traditions ou la tradition primordiale, où j'expliquerai un petit peu tout ça. Donc on voit bien un parallèle quand même entre la théorie du Big Bang, hein, et la cosmologie traditionnelle, ou la métaphysique traditionnelle plutôt, à ceci près que la première est exclusivement matérialiste et que la seconde est métaphysique. D'accord. Et ce qui est métaphysique prend en compte tout ce qui est en dessous du plan métaphysique. Donc c'est une vue toujours plus globale. Euh, Dans la première, hein, donc dans la théorie du Big Bang, l'origine est inconnue. Okay. Donc l'univers s'expand de lui-même, sans principe directeur, au gré du hasard, par un concours de circonstances et selon la substance matérielle elle-même. Ça, c'est un point important. Euh, Alors que dans la deuxième, hein, dans la vision traditionnelle, il y a une manifestation graduelle de l'univers, mais en partant d'une unité primordiale, d'une essence insondable, source de toute chose, qui comprend en elle-même une potentialité infinie. Donc ici on voit une idée philosophique qui date d'il y a quelques siècles, hein, dans la théorie de l'évolution, c'est que la matière est première, hein. Je ne sais plus à quel moment on trouve cette idéologie qui apparaît. Euh, mais c'est d'ailleurs une idéologie qui est
qui a été, comment dire, inventé par des philosophes, et si je dis pas de conneries, par des occultistes. Hein. Donc pas des occultistes traditionnels, hein, pour le coup. Mais voilà, il y a des choses en amont qui conduisent aux idéologies modernes, hein, bien sûr. Je vais pas faire l'historique des idéologies, parce que je m'en fous, et puis voilà. Mais ça pourrait être intéressant, et puis il y en a qui en parlent, hein, qui le font bien. Donc, dans cette théorie de l'évolution, je disais la matière est première, la substance est première. Et c'est par sa combinaison hasardeuse, hein, hasardeuse dans le sens du hasard, hein, c'est pas péjoratif, qu'une sorte d'essence apparaît, en fait. Voilà. A l'inverse, dans les traditions, l'essence est première. Et par sa manifestation progressive, hein, où elle va sortir d'elle-même, ce qui est le sens du mot exister, c'est sortir d'eux, étymologiquement. Donc elle va devenir progressivement matérielle, en passant par différents stades, hein, un stade informel, c'est-à-dire sans forme. Par exemple, les fameuses grandes idées platoniciennes, hein, dont il parle Platon, les grandes idées, les archétypes divins aussi, dont on parle dans les traditions. Ensuite, un stade plus formel, hein, qui va rester, tout en restant dans le monde subtil, on va dire invisible, hein, psychique, astral, donc les énergies, les ondes, notre psyché elle-même, l'âme, hein, tout ça, ça sera, c'est quelque chose de formel, hein, quand vous dormez, que vous rêvez, il y a des formes, il y a des images, d'accord. Donc là, on est dans un stade formel, bien que sans substance. Puis ensuite, le stade matériel, physique, puis même, en quelque sorte, infrapsychique, et subconscient. Hein. Ça rejoint le plan subtil, si vous voulez, qui est avant. Mais d'un point de vue de hiérarchie des plans, hein, de ces différents plans, c'est un stade qui est encore inférieur à la simple matérialité. Donc, voilà, j'ai refait ce point-là, hein, sur ce parallèle entre, d'un côté, le Big Bang et de l'autre côté, la métaphysique traditionnelle. Donc je voulais revenir aussi sur un deuxième point, sur le cataclysme qui a eu lieu, hein, à l'époque des dinosaures. Okay. Donc il faut savoir que dans toutes les traditions, on parle de cataclysmes qui ont eu lieu lors de changements de cycle, hein, et d'une rupture nette entre le monde d'avant et le monde d'après. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans les doctrines traditionnelles. Donc on voit bien que le cataclysme des dinosaures reprend une perspective traditionnelle. Hein. D'ailleurs, vous verrez que souvent, hein, parce que je vais souvent dans les vidéos faire des parallèles comme ça, les idéologies modernes, le paradigme moderne, va souvent reprendre des idées traditionnelles, mais va les tordre, il va en quelque sorte les filtrer à travers son prisme matérialiste. Hein. C'est-à-dire que l'histoire, par exemple, l'histoire telle que racontée par les modernes, c'est une histoire interprétée par leur propre paradigme, leur propre esprit limité, au matérialisme strict. Hein. Voire même en dessous du matérialisme, mais ça j'y reviendrai plus tard. Donc, il y a cette rupture nette entre le monde d'avant et le monde d'après, lors d'un changement de cycle, d'accord ? Souvent par un cataclysme, de plus ou moins grande échelle, plus ou moins naturel aussi, hein, dans le sens où des fois juste c'est une civilisation qui s'effondre, il commence à y avoir un chaos, des guerres civiles, de ce genre d'événements.
Et des fois, ça peut être aussi comme le déluge de Noé, le déluge biblique. Donc, ce qui est intéressant, c'est que je vais parler de ce parallèle entre les dinosaures et les djinns. Hein. Les djinns qui sont, selon l'islam, euh, qui étaient les précédents habitants centraux euh, de la Terre et qui ont été détruits en quelque sorte, mais pas complètement, mais qui ont en quelque sorte survécu et qui sont aujourd'hui des êtres subtils. Subtils, c'est-à-dire, à différence de l'épais, subtil, c'est-à-dire dans ce monde astral dont j'ai parlé quand je parlais des plans, des différents plans. Donc, qui sont en quelque sorte dans une autre dimension, en fait, mais qui sont bien ici. D'accord ? On ne peut pas les voir à l'œil nu, tout simplement. Donc au niveau des dinosaures, finalement, et j'avais parlé de cette affinité qu'ont les djinns pour les reptiles et leur capacité à prendre la forme ou à même à posséder en quelque sorte les reptiles, notamment, les hommes aussi, mais principalement les reptiles. Donc vous voyez qu'on a une sorte de parodie ici. Alors après avoir, ça ne veut pas dire que les dinosaures c'est pour autant complètement faux. Peut-être que c'est un peu exagéré, parce qu'on voit bien que c'est quand même une projection matérielle euh, de vérité traditionnelle par l'esprit moderne. Et donc voilà, la vision du dinosaure actuel, c'est un peu une parodie matérialiste d'une réalité astrale ou psychique, selon les traditions. Donc après on pourra me dire oui mais c'est pas scientifique, oui mais écoutez, depuis des milliers d'années, les gens racontent plus ou moins tous la même chose dans les quatre coins du monde. Nous, on est là depuis 2 siècles avec notre modernité, et on croit tout savoir. Hein. Je pense qu'il est temps de se remettre en question quand même. Et quoi qu'on en dise, la science, d'accord, la science moderne, oui, c'est la sainteté même de l'homme moderne, mais dans le fond, ça reste une croyance. Voilà. Donc sur les reptiles, il y a quelque chose dont j'avais oublié de parler, c'est à propos des dragons, d'accord. Ça c'est quelque chose d'intéressant parce que le dragon c'est aussi un reptile, c'est un grand lézard ailé, euh, et dont parlent quasiment tous les mythes, de l'Orient à l'Occident. Mais on a préféré parler des dinosaures. Parce qu'on aurait très bien pu nous dire, effectivement, il y avait des dragons. Bon, après, ils justifient ça par des ossements qu'ils auraient retrouvés, d'accord. Alors ça, c'est pareil, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de gens, d'archéologues, qui expliquent quand même... Alors, allez faire vos recherches là-dessus, parce que moi, je suis assez convaincu du truc et j'ai pas envie d'aller chercher ces sources-là, ça ne m'intéresse pas. L'aspect symbolique, comme je le décris, me suffit. Je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo. Donc, si vous voulez aller voir s'il y a des archéologues et des historiens et des scientifiques qui vous disent que c'est des conneries, peut-être que ça vaut le coup de s'y intéresser. Hein. Ce serait pas la première fois qu'on nous invente quelque chose pour nous faire croire à quelque chose et puis pour... C'est de l'ingénierie sociale tout ça. Aussi simple que ça. Et ça a toujours existé l'ingénierie sociale. Le dragon en plus ce qui est intéressant c'est que... oui alors évidemment s'ils choisissent pas le dragon ça peut s'expliquer de cette façon suivante, c'est que s'ils avaient parlé des dragons comme étant une réalité, les gens se seraient intéressés au texte traditionnel, au texte où on prône
le bien de l'humanité, où l'humanité a du sens d'exister, où l'humanité peut être vertueuse, peut être belle, en fait. Ce qui n'est pas dans l'intérêt de beaucoup, d'accord? Parce que, encore une fois, c'est de l'ingénierie sociale, il y a une volonté de démoraliser euh, la population, hein, pour mieux la contrôler, tout simplement, la diviser, etc. C'est des vieux adages, tout ça, c'est des vieilles techniques, hein. C'est-à-dire, euh, ces bases-là marchent toujours, d'accord? En plus, le dragon, c'est symboliquement... alors, il y a plusieurs symbolismes au dragon, mais un des symbolismes du dragon, c'est l'ego, hein, le monstre égotique, en fait. Cette cristallisation potentielle de plus que l'ego même, parce que l'ego peut être clarifié, peut être purifié, mais c'est vraiment le dragon, c'est ce qui cristallise un petit peu, c'est la figure représentative, théophanique, si on peut dire ça comme ça, de nos tendances les plus inférieures, hein. Donc c'est celui en quelque sorte qu'on doit tuer en nous-mêmes, hein. D'ailleurs dans les mythes, on a souvent affaire à des héros, des chevaliers, etc., qui tuent le dragon. Ou alors des fois qui le domptent aussi. Le dinosaure, lui, il n'y a pas d'histoire de dompter quoi que ce soit. Le dinosaure, il est indomptable. Il domine, il écrase tout, en fait. On en vient à un aspect un peu glissant. C'est que la figure du dinosaure, c'est une manière de valoriser l'aspect prédation. D'accord? Parce que le dinosaure est fondamentalement un prédateur. Alors oui, il y avait des dinosaures plus cool, il y avait le machin au grand long cou, il y avait le... voilà. Mais globalement, la figure centrale, c'est quand même et d'ailleurs, celui qui dominait tout à l'époque, c'était le T-Rex, hein, vous savez, ce machin-là, énorme, avec des dents gigantesques et des petits bras comme ça. Et, et finalement, comme je l'avais dit, hein, c'est quand même un monde assez horrible, hein, le monde des dinosaures, quoi. Faut pas se leurrer, quoi. Y a pas grand-chose de beau là-dedans. Euh, Ça peut avoir un côté très fascinant, parce que tout est gigantesque, ça fait quelque chose de très mythologique, hein. Mais ce qui est valorisé avant tout, c'est l'aspect prédation, hein. Surtout que c'est des reptiles en plus, bon, voilà. Pour beaucoup des dinosaures en tout cas. Donc le prédateur, c'est quoi? Le prédateur, c'est celui qui viole, c'est celui qui détruit, qui dévore, qui désacralise, qui désenchante. C'est le vampire, hein, au sens énergétique du terme, pas forcément un être qui existe, mais c'est toute cette symbolique-là derrière. Donc, et le prédateur, hein, un humain qu'on peut appeler un prédateur, c'est quelqu'un qui détruit la vérité, hein. Ça va être souvent un menteur. C'est quelqu'un qui détruit la pureté, hein, qui va violer aussi bien physiquement que psychiquement. Il va détruire la beauté aussi, hein, par cette culture de la laideur et par l'incarnation d'une laideur, hein. Et en plus, cette vérité, cette pureté, cette beauté, en quelque sorte, il va se l'accaparer, sauf qu'il peut pas il peut pas l'incarner, donc il va se l'accaparer en la dénaturant, hein. Je sais pas si ça vous rappelle la vidéo que j'ai fait, pour ceux qui l'ont vu, sur se foutre la paix, hein, dans cette dichotomie euh, entre quand on veut incorporer quelque chose à notre image, ou quand on aime ces choses pour ce qu'elles sont. Hein, s'accaparer, voler, dans l'image, c'est de l'avoir en fait, hein. C'est un livre qui peut être intéressant là-dessus, c'est le portrait de Dorian Gray, hein, d'Oscar Wilde. C'est un livre très intéressant de ce point de vue-là. Et ce truc de s'accaparer en dénaturant, petite analogie,
c'est le processus de digestion lui-même. Hein. Donc cet aspect dévorant. Hein. Le processus de digestion, en fait, manger quelque chose, c'est physiologiquement parlant, hein, j'entends. C'est le tuer d'abord dans son unité vivante, d'accord, hein, parce que un fruit, par exemple, est une unité, un totem. euh, euh, c'est un tout, en fait. Et le processus de digestion va venir déjà le tuer hein, par une production d'acide et qui va venir le décomposer. Hein. Il va venir le décomposer, puis le faire changer d'état pour pouvoir s'en nourrir. Hein. Donc on retrouve cette idée que, du prédateur qui s'accapare ce qui est beau, ce qui est bien, ce qui est vrai, en le dénaturant. Hein. Donc voilà déjà un autre aspect du dinosaure, hein, un aspect qui fait froid dans le dos quand même. Donc la figure du dinosaure, pour finir là-dessus, c'est une projection de l'esprit euh, moderne, non seulement dans son matérialisme, hein, par rapport aux jeans, etc., une projection matérialiste, mais aussi une projection perverse. Donc déjà, ça pose des questions sur ceux qui font la promotion qui ont mis en avant, qui ont même découvert, hein, à l'origine, découvert ou inventé hein, cette idée des dinosaures. Donc, ceci étant dit, je vais dérouler plusieurs façons de fonctionner hein, et plusieurs idéologies qui découlent naturellement de cette théorie de l'évolution. Alors, la recherche scientifique interminable dans les détails les plus insignifiants de l'existence, dans le microcosme, vous savez, dans le détail de tel organe, de tel... sans jamais voir la totalité, sans jamais... tout ça, c'est un symptôme de cette idée d'évolution. C'est de l'égarement, en fait, dans des choses qui, finalement, ne sont jamais... ou rarement, hein, je veux dire, il y a des scientifiques qui font ce travail-là de synthèse, qui font des parallèles, il y en a. Notamment dans la physique quantique, ça c'est des gens qui s'intéressent souvent à un aspect un peu plus métaphysique des choses. Hein. Mais globalement, on est dans cette dynamique j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur les idéologies, dans cette fragmentation à l'extrême hein, qui rejoint hein, la vision traditionnelle de cette fragmentation et de la matérialisation progressive de la manifestation du cosmos. Hein. C'est dans l'air du temps, c'est naturel en fait. Donc il n'y a pas besoin de s'alarmer ou de vouloir combattre contre ça, car c'est dans l'air du temps en fait. Donc évidemment, quand on va chercher à toujours aller plus loin, hein, et vu que c'est dans l'air du temps de faire ça, eh bien, vu qu'on ne comprend pas le principe primordial qui est à l'œuvre, et qu'on ne va pas chercher à remonter vers la divinité, vers l'unité primordiale, eh ben, on va creuser, on va creuser, on va creuser. Et il y a cette idée de progrès, en fait, hein, qui sous-tend tout ça. Hein. C'est-à-dire que on a évolué tout au long de l'histoire de la Terre, et on va continuer avec de la recherche scientifique de plus en plus interminable et fragmentée. Mais derrière tout ça, il y a des idéologies encore plus problématiques, et vous allez comprendre lesquelles. Alors déjà, un petit point. Je reviendrai sur les idéologies problématiques, mais déjà, si tout est un hasard, hein, comme l'enseigne l'évolution,
et que notre évolution n'est que le résultat d'un concours de circonstances matérielles, d'accord? Alors il n'y a aucun repère pour diriger notre vie et nos recherches. Il n'y a rien qui guide, en fait. En réalité, c'est pas le cas. Mais vous allez comprendre. Ensuite, conséquence de l'évolutionnisme matérialiste, la mort devient quelque chose d'indésirable. Hein. Puisque on s'est débarrassé des religions, des spiritualités, pour lesquelles la mort était tout à fait naturelle, était même rien qu'un passage, hein, juste une mort physique, passage d'un état à un autre, tout simplement. Et ben là, c'est pas possible en fait, c'est pas entendable, puisque la matière est tout, la matière est première, on l'a dit. Donc c'est insupportable en fait d'imaginer ça. La matière est première, donc l'ego l'est aussi. Hein. Et il faut que l'ego survive. Hein. Il faut que nos croyances restent, que notre petite personnalité construite survive éternellement. Hein. On y voit quelque chose de très, très puéril là-dedans. Hein. Donc il faut se libérer de cette mort, hein, pour pousser le progrès encore plus loin. Donc on en vient, là on le voit, à nier la nature même de notre biologie. Hein. Donc on dépasse le simple matérialisme, là. Mais l'être humain étant ce qu'il est, s'il n'a pas de sens à chercher quelque chose, il va en chercher, en fait. Mais en chercher à partir de son conditionnement, toujours. Donc ici, à partir de cette idée d'évolution, qui prend naissance, comme je le disais, dans l'idée que la matière est première et qu'elle n'a aucun principe directeur, si ce n'est des lois physiques. Hein. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ces lois, il y a des lois, donc ça veut dire qu'il y a un ordre des choses. C'est pas le chaos. Donc, s'il y a un ordre des choses, c'est qu'il y a un sens aux choses. Elles ont une raison d'être. Donc, dès qu'il y a une raison d'être de quelque chose, c'est que ça a un sens. Hein. C'est le principe du sens. Une raison d'être. D'accord ? Donc ça, c'est une des nombreuses contradictions auxquelles beaucoup ne trouveraient pas de réponse. Hein. Donc cette idée que la mort est indésirable va conduire au transhumanisme. Hein. Voilà, on voit la première grande idéologie, la plus moderne, actuelle. Donc déjà, le transhumanisme, c'est marrant, parce que vous voyez, on retrouve cette parodie à chaque fois, à chaque stade. À chaque fois, ça revient. Et vous allez comprendre pourquoi. Satan est le singe de Dieu. Singe, celui qui parodie. Qui mime. Donc, le transhumanisme, il est à mettre en parallèle, hein, avec la transfiguration de l'homme, selon les doctrines traditionnelles pour le coup. Donc, selon ces doctrines, l'homme se transfigure en retrouvant son principe directeur, sa nature ontologique, sa nature essentielle, hein, la divinité en lui-même et au-delà de lui, et par ce retour intérieur à cette unité, tout son être va se transfigurer. Alors évidemment, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, mais bon, ça j'en parlerai ailleurs de toute façon, mais on voit bien que le transhumanisme, hein, qui est cette espèce d'homme augmenté, hein, d'homme amélioré, mais par le bas, amélioré pour éviter la mort physique, pour éviter la mort de l'ego, alors que dans la transfiguration, c'est l'inverse. C'est la mort de l'ego qui survient. Mais la survie du soi, de l'être interne. Hein.
Donc je le disais, le transhumanisme en fait c'est même plus seulement matérialiste, parce que là on en vient à nier la nature de la biologie humaine. Donc on a dépassé ce stade encore, dépassé où on est allé en dessous encore. Euh, il est inframatérialiste en fait. Hein. Donc là où le matérialisme pouvait avoir encore un effet de protection contre des choses infrapsychiques, des tendances inférieures archaïques, et ben là en fait, même le matérialisme n'est plus suffisant à laisser des brèches. Donc voilà, je vais pas aller plus loin pour l'instant, mais le transhumanisme, en gros c'est quoi le transhumanisme? C'est la transfiguration de l'homme moderne, de l'homme déchu en fait, par le bas, par le vice, par la peur de la mort, par la toute-puissance de l'ego. Donc on est vraiment dans une inversion parodique, hein, satanique. Hein. Satanique, c'est le principe non seulement de division, mais aussi d'inversion. Hein. Alors, autre chose, la théorie des extraterrestres. Ça, ça pourrait paraître très bizarre aux zététiciens, hein, aux scientistes que je mette ça dans le panier de l'évolution, mais c'est une conséquence directe. C'est-à-dire que, vu qu'il n'y a pas de Dieu, de principe primordial, d'essence à l'origine, eh ben, il y a des extraterrestres. Donc, alors moi je dis pas qu'il n'y a pas d'extraterrestres, que ça n'existe pas. Mais c'est pas le sujet en fait. Mais donc, selon le discours ambiant hein, par rapport à ça, et puis là on le voit en plus aux US, Barack Obama a dit que les extraterrestres existaient, tout ça, donc on voit que ça quand même ça, à devenir un peu officiel, hein, il commence à parler de ça. Euh, donc, selon ceux qui croient à ces théories-là, ils seraient plus avancés technologiquement, les extraterrestres. Hein, et selon certains même, nous guideraient hein, tout en restant à distance. Donc, c'est, en fait, ça donne c'est une parodie des anges, ou vous voyez, ou des, des principes métaphysiques, des principes divins, des archétypes, des qualités divines, hein, souvent représentées par l'angélologie, hein, dans l'abrahamisme et dans d'autres, par plein de divinités dans les traditions dites polythéistes, qui ne sont pas polythéistes, mais qui en ont l'apparence. Donc là, on a une parodie déjà. Hein, les extraterrestres. Ils nous guident en fait. Donc, mais ils nous guident matériellement. Hein. Donc les extraterrestres sont des guides matériellement transcendants. Hein. C'est la transcendance matérielle. C'est complètement absurde, évidemment. Hein. Donc ils nous guideraient pour plus de technologie. Hein. Donc, on n'est plus dans des guides psychiques ou spirituels, hein, comme j'ai dit, mais où l'homme retrouve son origine et sa divinité, où il s'élève hein, par la vertu, par la beauté, le bien. Hein. Non, non, non. Là, juste technologiquement, quoi. Alors pourquoi faire? Bah, sans doute pour survivre à la mort, matériellement parlant. Hein. Ça rejoint le transhumanisme, d'accord? Et en fait, petit point ontologique, c'est que on retrouve à nouveau cette hybris de l'homme hein, concernant le matérialisme et le transhumanisme. Hein, cet orgueil, ce refus du réel qu'est la mort et la finitude de l'existence corporelle et égotique de l'homme. Cette volonté de toute puissance puérile, sans limite. Hein. J'existe, quoi.
Alors autre chose, c'est que la théorie des extraterrestres technologiquement avancés vient appuyer certaines théories, comme par exemple celles qui disent que les civilisations qui nous ont précédés, comme l'Atlantide par exemple, il y en a beaucoup qui parlent de l'Atlantide, étaient plus avancées que nous technologiquement parlant. Alors là, on n'est plus dans de l'évolution, mais on est toujours dans un passé fantasmé à l'aune d'une vision matérialiste des choses. Alors que selon les traditions, les civilisations d'avant nous étaient supérieures, en effet, mais ontologiquement parlant. Et s'ils ont construit des choses qui dépassent notre entendement, d'ailleurs, comme les cathédrales, comme les pyramides, etc., c'est pas par supériorité technologique, mais par supériorité ontologique et spirituelle, d'une part, et d'autre part, c'est d'ailleurs concomitant, c'est que la manifestation matérielle était moins dense et solidifiée qu'aujourd'hui. Donc ça, je reviendrai là-dessus quand je parlerai des traditions, d'accord ? Mais voilà un résumé de comment pensent les traditions par rapport à ça. Donc, j'ai quelques idéologies encore pour finir, dont je vais parler. Il y en a une qui est très intéressante quand même, pour rejoindre cette espèce d'inframatérialisme qui est né. Et la psychanalyse en fait. La psychanalyse qui dit que, in fine, que notre moi profond se résume à des histoires de subconscient. Donc sub c'est en dessous. Donc s'il y a un subconscient, on pourrait se dire, s'il y a quelque chose en dessous du conscient, peut-être qu'il y a quelque chose au-dessus du conscient. Bah non, en fait, on ne se pose pas la question. C'est en dessous forcément. Encore une fois, dans les traditions, on parle du supraconscient. Une sorte... René Guénon lui parlait d'une sorte d'intuition intellectuelle, à partir d'un certain degré de purification intérieure, un certain degré de connaissance et de lien au divin, pouvait avoir une vue claire de choses que la raison seule ne pouvait atteindre. Parce que la raison ne peut pas dépasser un certain stade. Elle s'en tient au rationalisme. Même si elle peut s'ouvrir à ce qui est au-delà. Mais ce n'est plus du rationalisme à ce moment-là, c'est de la raison, tout simplement. Parce que dès qu'il y a un isme, déjà, il y a quelque chose d'idéologique, il y a quelque chose de fermé. Donc, la psychanalyse nous dit ça, que notre vraie personne, en fait, se résume surtout à des histoires de subconscient. Même si on dit qu'il y a le surmoi, mais le surmoi, c'est un peu comme si c'est juste le moralisateur, en fait, quoi. Vous voyez, c'est le moralisateur, en fait. Il n'y a rien au-dessus de ça. Donc, en fait, selon la psychanalyse, il y aurait une dualité, un combat entre nos pulsions inférieures et la morale, en fait, au sens dogmatique du terme. D'accord ? Ce qui donne une division interne certaine. J'en ai parlé dans Se foutre la paix, dans la vidéo Se foutre la paix. Sauf que dans ce subconscient, il y a quoi ? C'est que des histoires sexuelles, en fait. De stade anal, de stade oral, d'inceste, de tuer le père, j'en passe, des trucs comme ça. Alors, symboliquement, il peut y avoir des trucs intéressants. Mais en fait, ça cristallise bien cette idée que l'homme moderne évolutionniste est réduit à ses plus basses pulsions. D'accord ? On lui a dit qu'il était ça. Donc il devient ça, en fait. C'est... Il n'y a plus de limite, on l'a dit. Il n'y a pas de sens, en fait. Il n'y a pas de sens à la vie. Donc bon, au bout d'un moment, on s'en fout alors. Il n'y a rien de vrai.
Il n'y a pas de morale, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de vertu. Tout ça, c'est du bullshit. C'est une construction de notre esprit. Donc, bah, autant me laisser aller à ce que je désire. Voilà à quoi ça amène. J'espère que vous voyez bien le lien entre la psychanalyse, du coup, et tout ce que j'ai dit sur la théorie de l'évolution, les dinosaures, l'aspect prédation, les singes aussi, hein, côté grotesque, débile, caricatural, l'homme préhistorique, pareil, vous voyez. Euh, et le fait qu'il y ait un non-sens total sur tout ça, sur toute cette création. Vous voyez. Donc il y a deux paradigmes complètement opposés ici. Il y a une vision où le monde est mauvais, en fait, hein, bestial, sans retenue, où rien n'est vrai, n'a de sens. Et de l'autre, une vision beaucoup plus sacrée, censée enchanter, hein, toute la fonction du mythe. Et le mythe, c'est pas un mythe dans le sens d'une légende. C'est un mythe, c'est un enseignement symbolique d'une réalité intérieure. Bref, ça, ce sera le sujet d'autres vidéos. Euh, Petit point au niveau de la culture aussi, vite fait. C'est qu'il y a toujours un double mouvement, en fait, quand je l'ai dit dans d'autres vidéos, c'est que euh, il y a un double mouvement. C'est-à-dire, par exemple, le cinéma, c'est à la fois le reflet de l'humanité d'aujourd'hui, dans sa plus grande laideur et sa plus grande bêtise, qui va croissante, et à la fois la programmation de cette humanité euh, euh, à ses tendances inférieures, pour que celles-ci prennent toujours plus de place dans ses comportements, dans sa conscience et dans son être. Hein. C'est la même chose pour la musique, c'est la même chose pour les arts, sans mauvais jeu de mots. Un autre point important, c'est que les élites modernes, hein, là on va commencer à entrer dans des sujets très glissants, les élites modernes, hein, financières en premier lieu, politiques ensuite et médiatiques, ils ont des religions. Ils sont souvent bien plus religieux que les religieux d'ailleurs. Ils ont des croyances propres, mais dégueulasses. Et surtout des idéologies messianiques pour le compte desquelles ils œuvrent. Hein. Tout ça, c'est mêlé. Alors, c'est pas mon domaine de parler de ça. Il y a plein de gens qui en parlent de ça. Hein, on le voit un peu avec Epstein. Hein, ok. Ça, vu que c'est sorti officiellement, je peux en parler un peu. Mais voilà, ils sont très loin. Hein, dans le pédo, etc. Hein, dans le chétanisme. Hein. Je déforme un petit peu pour pas que YouTube me strike. Voilà. Donc en fait, tout ça, de toute façon, on voit bien, avec le tableau que j'ai dressé jusque-là, que, et quand on regarde le monde un petit peu avec du recul, on voit bien que ce monde n'est pas dirigé par des gens sains, sains d'esprit. Hein, d'ailleurs, je vous renvoie aux travaux d'ailleurs d'Ariane Bileran, qui est spécialiste en psychologie, en psychopathologie du pouvoir, hein, et du totalitarisme, où elle montre bien, hein, que nous sommes dirigés actuellement par des psychopathes paranoïaques, pour la plupart. Voilà. Donc après voilà, il y a tout un tas de choses à comprendre sur les sphères du pouvoir, etc. En tout cas à l'époque moderne. Donc moi je vais pas aller plus loin là-dessus, d'accord. Je me base là-dessus parce que bon, ça fait 10 ans que je me renseigne là-dessus aussi.
Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, toutes ces idéologies-là, le cinéma, la culture, euh, tout ça vient justifier de pouvoir faire des trucs dégueulasses parce que eux-mêmes le font. D'accord? Donc, euh, il y a vraiment une volonté subversive euh, de, de détérioration de l'être humain, d'aliénation, de démoralisation, d'avilissement, euh, hein, et qui est d'ailleurs retrouvé sur le billet de 1 $, hein, Ordo ab chaos, hein, l'ordre après le chaos. Ils veulent créer un chaos qui commence par une division à tous les niveaux, hein, les hommes, les femmes, les vieux, les jeunes, les gauches, les droites, les hétéros et les autres, bref, dans tout un tas de domaines. Euh, Plus à côté de ça, tout l'avilissement, hein, la perversion suggérée en permanence partout. Tout ça va conduire à un chaos. Et vu que l'être humain n'est plus droit dans ses bottes, ne croit plus en rien, euh, eh ben on fait ce qu'on veut de lui. D'accord. Donc, il y a vraiment une idée messianique derrière aussi, euh, notamment les Israélites, hein, qui ont une idée messianique très forte derrière tout ça, mais pas que. Enfin, tout ça, c'est un emmêlement de différentes idéologies, mais qui finalement ont toutes plus ou moins le même fond. Voilà, je vais pas aller plus loin là-dessus. Alors, on me dirait, oui, mais attends, il y a quand même des bonnes. Il y a quand même une évolution matérielle. Oui, mais ce qu'on a gagné matériellement, on l'a perdu dans tout le reste. C'est-à-dire que l'être humain aujourd'hui, euh, l'être humain n'a jamais été aussi libre dans son esclavage. Il est pleinement libre d'être un esclave euh, absolu. De quoi? De ses vices, de ses pulsions inférieures et des autorités qui règnent sur lui. Grâce à ça. En le tenant par ça. D'où l'intérêt de se détacher de ça, de prendre conscience de choses, et puis petit à petit de se libérer. Hein. Parce qu'elle est là, la vraie liberté. Donc, oui, il y a une évolution matérielle, c'est certain. Tout n'était pas tout rose dans les civilisations précédentes. Euh, mais, bon, après, là, ça devient dans l'histoire, et puis l'histoire, c'est compliqué, parce qu'effectivement, il y a énormément de... Il y a énormément de perspectives très différentes concernant l'histoire. Euh, Bien que les historiens sérieux, en tout cas moi les médiévistes que j'ai connus, même à la fac, hein, donc quand même dans des choses officielles, disaient qu'au Moyen-Âge les gens étaient heureux. Hein. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les gens sont heureux? Bon, si on est un tant soit peu honnête quand même, faut quand même s'avouer que surtout le français il va pas bien. Ah. Donc bon, le progrès, les fruits, c'est quoi? C'est une démoralisation générale, euh, un chaos psychique, comportemental, euh, un abrutissement de plus en plus grand. Voilà les fruits du progrès évolutionniste. Donc au bout d'un moment, il faut se poser des questions. Euh, Quand on a compris ça, déjà, on peut se demander, est-ce que vraiment dans les civilisations euh, précédentes, c'était si terrible que ça? Donc, je vous avais parlé du cloaque comportemental dans une vidéo précédente. Ouais, c'était la vidéo Se foutre la paix. Donc, cloaque comportemental à l'échelle humaine, hein, plus le non-sens.
d'accord? Donc loi comportementale, pour faire un petit résumé, une expérience qui avait été faite sur les rats où ils avaient tout le confort, parfaitement chauffé et climatisé quand il y avait besoin, etc. Euh, Ils ont développé des troubles de comportement et ça a fini en pansexualisme, ça a fini en cannibalisme et ça a fini qui se sont tous entretués, d'accord? Donc ça c'était le cloaque comportemental. Donc nous on l'a le même à l'échelle humaine, hein, sauf qu'on est beaucoup plus résilient par notre intelligence, donc on survivra plus longtemps. Donc cloaque comportemental plus le non-sens, hein, que j'ai dit, donc qui est à la base de l'évolution, donc aucune origine, aucune valeur, bon on s'en fout, voilà, ça y a pas besoin. Ça va donner un chaos, hein. Le chaos, au bout d'un moment, comme pour les rats, va amener à une dépopulation, de la guerre civile, du meurtre pour rien, gratos. Ça va amener à de l'eugénisme, naturellement, hein. Bah déjà, il y a un processus naturel qui va se faire, c'est que les plus forts vont survivre, hein. Ou alors, les plus soumis euh, euh, au système de ceux qui contrôlent, hein. Ça amène à l'euthanasie, tout ça, hein. Bon, la mort, c'est comment dire, c'est complètement désacralisé. Bon, et puis l'euthanasie, sans dire que c'est quand même un symptôme de la vie, c'est de la merde, quoi, tu vois. Alors oui, on va souvent utiliser l'argument, c'est pour les personnes très âgées ou très malades qui souffrent énormément. Pas que, pas que. Ça, c'est la façon dont ils nous font avaler la pilule. Mais tous ceux qui voudront se suicider, et il y en a beaucoup, ça va partir en cacahuète complet, hein. Euh, tout ça, quand même, on voit bien que c'est une autodestruction générale, hein. Euh, on n'est plus vitaliste, hein. On est de plus en plus stérile. C'est un fait, ça. Il y a des études, hein, qui le montrent. D'accord. Pour finir là-dessus, à propos du singe, on dit que, je disais que Satan est le singe de Dieu, hein. Euh, pour revenir sur ces histoires de parodie. Donc, l'antéchrist, par exemple, aussi, ça veut dire qui est contre le Christ, ou alors qui vient avant le Christ. D'accord. On l'appelle aussi l'imposteur, hein, en arabe, Dajjal. Et on retrouve la même idée de singerie, en fait, de parodie, hein. Donc, concrètement, qu'on y croit ou pas, d'accord, c'est un fait. D'un côté, il y a cette vue traditionnelle que je vous ai un peu décrite, et cette vue moderne qui vient parodier cette vue traditionnelle. C'est un fait. Il faut savoir que selon les traditions, le déploiement de la manifestation, ça correspond à une involution, non pas une évolution. Une involution parce que plus on s'éloigne du plan métaphysique, du plan divin, hein, plus on se déploie, plus l'homme s'est déployé à travers cette manifestation de plus en plus dense, plus il s'est fragmenté, divisé, solidifié, bah plus il s'est éloigné du divin, de la spiritualité, de la vertu, et ainsi de suite. Donc, effectivement, il y a une évolution matérielle. On va voir de plus en plus de matérialité. Euh, mais on s'éloigne de plus en plus de la vérité primordiale, en fait. Donc ça a une raison d'être, tout ça. Et ça, je pense que je pourrais en parler dans une autre vidéo.
Petite conclusion, la théorie de l'évolution dit que l'origine de l'homme n'a pas de sens si ce n'est le hasard. D'accord ? Et pourtant, même l'homme moderne cherche du sens. Hein. On l'a vu quand il y a eu le confinement. Il y a plein de gens qui ont commencé oh, on les a coupés d'avec leur quotidien entraînant sans jamais leur laisser le temps de penser à eux-mêmes et de se remettre en question. Il y a plein de gens qui ont commencé à chercher du sens à cette période-là. Donc même l'homme moderne cherche du sens. Mais on nous dit qu'à la base de la création, il n'y a pas de sens. Mais si à la base de la création, il n'y a pas de sens, pourquoi l'être humain, qui est le produit de cette évolution, en chercherait? Et pourquoi il en a toujours cherché d'ailleurs, hein, au travers des civilisations précédentes? Alors, est-ce que c'est une erreur de la nature, hein, un simple hasard, hein? Je dis pas, hein, possible, hein. Juste une configuration du cerveau, et puis ça se trouve dans 100 ans, il cherchera plus de sens. Bon, en attendant, ça fait quand même quelques milliers d'années qu'il en cherche, mais... ou alors, c'est fondamentalement humain de chercher du sens. Et si ça l'est, c'est que quelque chose en l'homme lui-même a du sens. Sinon, pourquoi il aurait le désir de le chercher, en fait, hein? Donc ça, c'est une petite ouverture, une petite réflexion là-dessus. Bon, je pense que j'ai à peu près tout dit. J'avais pas envie de faire 3 parties, en fait. Je savais que ce serait plus long que 30 minutes, mais voilà, j'ai voulu aller jusqu'au bout. Donc ça fait un peu long. Pour ceux qui ont suivi jusque-là, bravo. J'espère que c'était pas trop lourd. Je pense que c'est quand même assez dense, mais voilà. Bon, évidemment, ça sera jamais exhaustif. Voilà, ben, j'espère que ça vous aura plu, hein, et puis n'hésitez pas à commenter, hein, pour ceux qui regardent jusqu'au bout les vidéos. Vraiment, enfin moi ça me ferait plaisir d'avoir des commentaires, et puis bon, même si de toute façon je ferai jamais énormément de vues, hein, c'est normal, mais c'est pas grave. Voilà, ben à bientôt pour une prochaine vidéo.